imaginaire. Un point, c'est tout. Et moi, je te répète, le projet Selec et les ateliers de français, point final. Mais quel petit esprit. Quelle pensée mesquine. Donc, selon toi, ce soir, ce sera le projet Selec et les ateliers de français. Parfaitement. Oh, c'est le monde à l'envers. On joue Molière et lui, il nous parle de Selec. Mais voilà bien les femmes. Toujours le petit bout de la lorgnette. On présente le travail d'un atelier de français. Et elle nous jette son Molière au visage. Parce que selon monsieur Molière, le malade imaginaire, ce n'a rien peut-être. Non, c'est beaucoup, sans aucun doute. Mais sans le projet Selec, sans les ateliers de français, pas de Molière et pas de malade imaginaire. Je le tuerai. Je l'étranglerai. Balai. Grosse pédante. Oh là oh là. Wow, wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle dispute est cela? On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Vous arrivez à point nommé. Je vous fais juge. Monsieur prétend que cette soirée est celle du projet Selec et des ateliers de français. Madame ne veut pas en démordre. Ce soir, ce serait Molière et le malade imaginaire. En voilà bien un sujet de dispute. Je vais vous mettre d'accord si vous voulez bien m'écouter. Nous sommes toutes oui. Parlez donc. Ce soir, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter le 3e acte du malade imaginaire de Molière. Une pièce montée par l'atelier de français du projet Selec au lycée du Saint-Esprit. Cela vous convient-il? Alors là, on s'incline, hein? Rien à dire. Place au théâtre. Eh bien, mon frère, qu'en dites-vous? Ce n'est-il pas une belle chose? Une bonne chose est bonne. Oh ça, mon frère, voudriez-vous que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère, je vais revenir. Mais attendez, monsieur! Vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton? Oh oui, tu as raison. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour lui dégoûter de son Monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu l'affaire pour jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que sage. Mais laissez-moi faire. Agissez de votre côté. Oh, voici notre homme. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation. Voilà qui est fait. De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais bien vous dire. Oui. Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler, avec un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, oui! Voilà bien du préambule. D'où vient, mon frère, qu'ayant tout le bien que vous avez, il n'y a d'enfant qu'une fille. Et voilà, mon frère, que vous parlez de la mettre dans un couvent. D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble?
Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos 2 filles. Et je ne doute point que par un esprit de charité, elle ne fut ravie de les voir, toutes 2 bonnes religieuses. Oh, ça, nous y voici. Voilà la pauvre femme mise en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, mon frère, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, qui a pour vous une tendresse merveilleuse et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain. N'en parlons point. Revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Cela n'est pas le fait de votre fille. Il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère? Ou pour elle, ou pour vous? Il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Et par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage à un apothicaire? Pourquoi non? Est-il possible, mon frère, que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous, et que je ne donnerai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous avez le corps parfaitement bien composé. C'est qu'avec, mon frère, tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve, et que Monsieur Burgot dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi? Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qu'il vous enverra en autre monde. Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Bien loin de la tenir véritable. Je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie, et je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme puisse en guérir un autre? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machination sont des mystères où jusqu'ici l'homme n'y voit goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Si fait, mon frère, ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, que sur ce point-là, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous. Et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours au médecin. C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas
de la vérité de leur art. Mais il faut qu'ils croient en leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. C'est qu'il y en a parmi eux, mon frère, qui sont eux-mêmes dans les rangs populaires dont ils profitent. D'autres en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, ni ses points de finesse. C'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds, qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner, qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile, et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, balance au travers, purgations et saignées, et n'examine aucune chose. Mon frère, il ne le faudra point vouloir du mal pour ce qu'il pourra vous faire, car c'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera qu'en vous tuant ce qu'il fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en a besoin, il ferait à lui-même. C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais venons au fait. Que faire quand on est malade? Rien. Rien? Rien, mon frère. Il ne faut que demeurer en repos. Lorsque nous la laissons faire, la nature se tire doucement du désordre où elle est tombée. Mais c'est notre impatience et c'est notre inquiétude qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais toujours faut-il demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de soulager, de secourir la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et de lui donner ce qui lui manque, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de raccommoder la poitrine, de fortifier le cœur, de rétablir et de conserver la chaleur naturelle, il vous dit justement, mon frère, le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouverez rien de tout cela. C'est-à-dire... Il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent, mon frère, au réveil, que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde se trouve renfermée dans votre tête et que vous voulez en savoir plus que tous les autres médecins de notre siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles du monde, mais voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Ouais, vous êtes un grand docteur. Et je voudrais qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Et chacun, à ses risques et périls, peut croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis, mon frère, n'est qu'entre nous. Et j'aurais souhaité un peu, pour vous tirer de l'erreur où vous êtes, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. C'est un grand impertinent que votre Molière. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens, comme les médecins. Ce ne sont pas des médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui de se mêler de contrôler la médecine. Voilà un bon nigaud, un bon impertinent. De se moquer des consultations et des ordonnances. Et d'aller mettre sur son théâtre des gens vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois qui
qui sont d'aussi bonne maison que vos médecins. Par la mort, nom de diable! Si j'étais de ces médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau dire et beau faire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai: crève, crève! Cela t'apprendra une autre fois de jouer à la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront comme je dis. Il sera plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui s'il n'a point recours au remède. Il a ses raisons de n'en point vouloir. Et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens robustes et vigoureux, qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que justement pour lui, mon frère, il n'a de la force que pour porter son mal. Les sottes raisons que voilà. Tenez, mon frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirai que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, vous ne devez point prendre, mon frère, les résolutions violentes de la mettre dans un couvent. Et que pour le choix d'un gendre, il ne vous faut pas suivre la passion qui vous emporte aveuglément. Et que sur cette matière-là, on doit s'accommoder à l'inclination d'une jeune fille, puisque c'est pour toute la vie. Et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Tenez, mon frère, avec votre permission. Comment? Et que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-il possible, mon frère, que vous ne pouviez rester un moment sans médecine ou sans lavement? Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir, ou à demain, au matin. Mais de quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et de vouloir empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allons, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé à parler à des visages. Mais on ne doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance. Et je vais dire à monsieur Burgon comment m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous allez voir. Mon frère, vous serez cause ici de quelque malheur. Le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Burgon a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous voulez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme de quelqu'un qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez arracher. Je voudrais que vous lissiez mon mal pour voir si vous oseriez tant. Ah, voici monsieur Burgon. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on m'a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur... Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Mais cela est épouvantable! Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Mais il a tort! Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. C'est mon frère. Et le renvoyait avec mépris. Il est bon. Mais c'était une action exorbitante.
facultés qui ne sont pas assez punies. Vous avez raison. Je vous déclare que je recommence avec vous. C'est mon Que frère. je n'ai plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Mais c'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisé, glissé. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous serai tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement toutes les mauvaises humeurs. Ah, mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Mais il est indigne de vos soins. Et puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Cela crie vengeance. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Pas du tout. c'est à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la crotté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Mais c'est fort bien fait. Ah, mon Dieu. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, Miséricorde. que vous tombiez dans la bras du Pepsi, Monsieur dans Burgon. la bras du Pepsi, dans la dyspepsie, Monsieur dans la Burgon. dyspepsie, dans la Pepsi, Monsieur Burgon. de la Pepsi, dans la dysenterie. Oh, Monsieur Burgon. De la dysenterie, dans la lianterie, Monsieur de la lianterie, dans l'hydropésie, Monsieur Burgon. de l'hydropésie, dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Ah, mon Dieu, je suis mort. Ah, mon frère, vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il? Ah, je n'en peux plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Ah, Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Et je ne voudrais pas, pour beaucoup de choses, qu'on vous vit faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, et ne donnez point temps à votre imagination. mais vous avez entendu les étranges maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble, à vous entendre, que Monsieur Burgon tienne dans ses mains le filet de vos jours et que, d'autorité suprême, il vous l'allonge ou vous le raccourcisse comme il lui plaît. Songez, mon frère, que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de Monsieur Burgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Mais mon frère, c'est tout mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner. Il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir.
Et quel médecin? Mais un médecin de la médecine! Oh, je te demande qui il est! Enfin, je ne le connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'étais pas sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce serait quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le entrer. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Oui, mais j'ai bien peur que vous ne soyez cause ici de quelques malheurs. Encore. Vous aurez